10 ans ont passé depuis le départ de Paul Kersey dans la grosse pomme. Et le voici de retour. Enfin, presque, puisqu'il prend la direction de Belmont, banlieue craignos de New York. En attendant son arrivée, une bande de racailles s'en prennent à Charlie, un retraité qui refuse d'être racketté. Allez, crash! Notre ex-justicier arrivé à la gare appelle son ami. Mais ce dernier est en train de passer un sale quart d'heure, molesté violemment par la bande. La violence des coups est telle que le voisinage entend tout. Je téléphone à la police. Pas le temps de poser ses affaires ou de pisser un coup pour Kersey qui, après avoir recueilli les dernières paroles de son ami Charlie, est arrêté par la police qui le croit coupable. Au poste, Kersey, sous une fausse identité, est passé à tabac. Il fait aussi la rencontre avec le chef de la police, Schreiker, pour qui Kersey n'a aucun secret. Kersey. Ouais, Paul Kersey. J'étais de garde au central le soir où on a ramené un soi-disant justicier avec une balle dans la cuisse. Après une rencontre musclée, il finit en cage où la population est pas vraiment accueillante. Parmi tous les gugus, un est particulièrement dangereux. Freiker, le chef de gang. Pareil, je t'aurais tué. Je t'aurais. Le chef de la police, devant faire face à une escalade de la violence, propose à Kersey un marché. C'est ma tournée. Tu veux sortir d'ici? Je signe. Je minimiserai le coup de balai dans la presse. Comme une simple guerre des voyous. Ça fera pas de vague. Tu feras ton boulot, monsieur le justicier. Comme avant. Mais avec une différence. Tu travailleras pour moi. Freiker, libre, n'aime pas qu'on le remplace. Et le prouve d'une manière on ne peut plus pointue. Moi? Ça, c'est une pointe, Hector. Et tu vas te faire pointer. Paul, enfin libre, fait la connaissance de son avocate, J'ai été commise d'office. Vous êtes libéré. Je suis désolé que ça ait entraîné. mais préfère étudier la faune de Belmont. Au passage, il sauve la mise à une jeune fille en prise avec un voyou. Après sa balade forte éducative, Kersey fait la rencontre d'un ancien ami de Charlie. Et moi, Bennett. Qui a tué Charlie? Cette vermine de la rue, il voulait pas se laisser faire, il refusait de les payer. Au contraire, il voulait les remettre au pas. C'est qui? Eh ben, c'est le chef. C'est le pire de tous. Paul décide donc de rester à Belmont dans l'appart de Charlie. Dis-moi. Eh ben, bonne nuit. Demain matin. Bennett renseigne notre justicier sur la racaille. Rigoleur, c'est son surnom. Il rigole quand il cavale. Et personne ne le rattrape. Nom de Dieu, c'est un sacré sprinter. Et il y fait aussi la connaissance de ses voisins. Vous l'avez sauvé. Je m'appelle Rodriguez. On habite l'étage en dessous. Mon pote Wilde va arriver. Il va bien nous aider. Qui c'est, Wilde? Tu verras. Après avoir acheté une belle voiture, C'est pour les appâter. Kersey fait la rencontre des Caproff, des amis de Bennett, et dîne chez eux quand tout à coup, Excusez-moi une minute. Hey. Il y a un problème? Quoi? Cette voiture, qu'est-ce que vous en faites? Tire-toi de là, du coup. Tu veux aller, taille-toi. On la pique cette tire, ça te regarde, tête de gland? C'est ma voiture. Hein? On va te crever. On a entendu tirer, qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai envoyé un message. les Caproff, quant à eux, sont contraints de rendre les armes. Mais comment ça, je brandissais un... Mais des voyous essayaient d'entrer par la fenêtre. Ellie, donne-lui ce pistolet. Mais c'est notre seule protection. L'avocate retrouve Paul qui, devant son refus de porter plainte contre la police pour arrestation arbitraire, lui propose... Et si je vous invitais à dîner? D'accord, j'accepte. Les Caproff étant sans protection, notre justicier décide de jouer les MacGyver. L'angle de la fenêtre, là. Et si on force la fenêtre, vous allez voir ce que ça donne.
précurseur de Kevin McAllister également. Le rigoleur étant toujours un champion à la course, Kersey promet qu'il ne rigolera plus trop longtemps face à son pote. Votre copain Wilder, vous croyez qu'il le coincerait, lui? Qui c'est, Wilder? Tu verras. Wilder est arrivé. C'est une sorte de miniaturisation du fusil à éléphant. Regarde ce brûlot. Non, ça pardonne pas. Maria, elle, malheureusement, est attendue et c'est pas vraiment pour son bien. Ils l'ont violé. Une fois l'hosto, Rodriguez apprend une terrible nouvelle. Madame Rodriguez a succombé. Kersey, devant ce drame, décide de prendre l'air. Ah, salut. 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 T'as vu le touriste là-bas? Qui c'est, le con avec un esquimau? Waouh, il a un appareil extra. Vas-y, taxe-le. Accompagné de son magnifique Nikon flambant neuf. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un type qui s'est fait descendre. Ouais, là-bas. Là-bas. Oh mon Dieu, c'est salopard. C'est lui qui m'a volé mon sac la semaine dernière. L'acte de notre justicier, quant à lui, est fédérateur. Ils ont descendu le rigoleur, merde. Ils ont tué le rigoleur. Ils auraient pas dû faire ça. C'est ce nouveau mec. Il faut le liquider. C'est pas malin. Il est pas si malin que ça. Freiker décide donc de piéger Kersey. En attendant, notre moustachu rend visite à son avocate et... Mais en rentrant chez lui, Kersey tombe dans le piège de Freiker. Je te le donne, finis-le. Heureusement pour lui, c'est pas lui qui tombe de haut. Schreiker, devant les accumulations de cadavres, demande à Kersey de calmer le jeu. Tu devrais mettre la pédale douce pendant quelques jours, d'accord? Bennett, quant à lui, décide de faire le ménage, mais Kersey l'en dissuade. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, je sais pas trop. Ça risque de faire un vrai massacre. Après une partie de jambes en l'air avec son avocate, Paul décide d'aller dîner avec elle. Malheureusement, Freiker est de la partie. Allez, pousse. C'est parti. Décidément, encore une tragédie pour notre Paul Kersey. Bennett, en l'absence de Paul, décide de faire le ménage, malheureusement pour lui. Elle marche pas. Tous les mecs. Cette fois, trop c'est trop. Fini les tirs solitaires. Tirs groupés. Qu'est-ce que c'est? Un lance-missile, une arme anti-tank, ultra efficace. Aucun blindage ne résiste à ces roquettes autopropulsées. Notre justicier décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec toute cette racaille. Et cette fois, il n'est plus seul. Et ce sera la guerre. Avec le succès d'un Justicier dans la ville 2, Menahem Golan et Yoram Globus ne pouvaient pas en rester là. Profitant lors du festival de Cannes 84, les deux cousins annoncent leur prochain film, la troisième aventure, ou plutôt mésaventures, de Paul Kersey. Le scénario est écrit par Don Jacoby, qui, mécontent des réécritures, sera crédité sous le pseudonyme de Michael Edmonds. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Winner à la réalisation, Bronson toujours derrière le flingue, et les deux cousins à la production. Au casting, pour entourer notre célèbre moustachu, Ed Lauter, qui incarne le chef de la police Stryker. L'acteur a déjà travaillé à 3 reprises avec Bronson sur Le Solitaire de Foreign Bolt, Le Bison Blanc et Chasse à mort. Il forme cette fois un duo avec le justicier qui peut apparenter le film à un buddy movie, enfin surtout sur sa dernière partie. Dans le rôle de Bennett, c'est Martin Balsam qui lui aussi a déjà bossé avec Bronson sur Le Cercle Noir. Martin Balsam qui n'est autre que le détective Loomis de Psychose d'Alfred Hitchcock.
Également au casting dans celui du grand méchant Fricker, Gavan O'Herlihy, acteur irlandais qui jouait dans le James Bond non officiel Jamais plus jamais, ainsi que dans Superman 3. Le tournage débutait en avril 85 à Brooklyn pour tout ce qui était extérieur, mais pour cause économique, le reste fut tourné 3 semaines plus tard en Angleterre dans la banlieue de Londres. Le tournage fut difficile pour Charles Bronson car Jill Harland se savait déjà atteinte d'un cancer. Elle accompagna quand même son mari qui d'ailleurs se plaignait beaucoup, notamment lorsqu'il dut porter la grosse mitrailleuse qui selon lui était beaucoup trop bruyante en plus d'être lourde. Autre anecdote racontée selon le cinéaste, lors d'une scène où Kersey devait courir et abattre des voyous, Bronson refusa de tourner, prétextant que selon les conseils de son médecin, il fallait davantage s'échauffer. Michael Winner suggéra donc à Papy Bronson d'ouvrir un fast-food pour empoisonner les racailles, car il lui en restait 36 à tuer. Malgré les nombreuses plaintes, il resta le grand professionnel qu'il a toujours été, même si pour le cinéaste, de sa propre bouche, ce fut plus difficile de le diriger. Notre justicier accusant quand même 63 ans au compteur lors du tournage. Le pistolet qu'utilise Kersey dans le film est un Magnum Wildey 475, qui était l'arme personnelle de Charles Bronson. Il pensait que l'intégrer au film rendrait celui-ci unique. D'ailleurs, dans une interview de 2005 pour un magazine, Wildey Moore, le créateur de l'arme, avoua que les ventes du Magnum 475 décollaient après chaque passage du justicier New York à la télé. Le tournage dura 55 jours. Le montage est crédité d'un certain Arnold Crust qui n'est nul autre que Michael Winner himself. Ce dernier, durant le montage, se rendit compte que les figurants parlaient avec un trop fort accent anglais, ce qui ne pouvait rendre crédible le film censé se dérouler à New York. Le personnel d'une base militaire en Angleterre ont alors été engagés pour doubler les figurants. Bien que crédité en tant que compositeur, Jimmy Page ne composa pas la musique, Winner se contentant d'utiliser les sources d'un justicier dans la ville 2. En revanche, des arrangements et des nouveaux morceaux furent composés par le Britannique Mike Moran. Le film sortit sur les écrans le 1er novembre 1985, presque un an après l'affaire du justicier du métro. Le 22 décembre 1984, un homme du nom de Bernard Goetz ouvrit le feu sur 4 hommes afro-américains qui tentaient de le racketter dans le métro. Bernard Goetz avait été violenté et victime de racket en 81. La criminalité à New York était à cette époque à son paroxysme. L'affaire fut surmédiatisée, lançant alors un débat sur les crimes racistes, l'opinion publique et la presse scindant en deux. Ceux pour qui c'était de la légitime défense et ceux pour qui c'était un prétexte à un crime de haine raciale. La saga du justicier dans la ville fut souvent mise en parallèle. Le film eut droit à une adaptation de jeu vidéo, où le joueur incarnant Paul Kersey doit nettoyer la racaille de New York. Avec un budget de 9 à 10 millions de dollars, le justicier de New York en rapporta plus de 16, soit 36 selon l'inflation. En France, 740 443 entrées et carton des ventes de location vidéo. Joli succès encore pour les deux cousins, mais des critiques désastreuses. Cependant, cette fois, ce n'est pas l'extrême violence qui fut montrée du doigt, mais plutôt le côté irréaliste, over the top du métrage, lorgnant plus du côté d'un Rambo 2 que d'un justicier dans la ville. Aujourd'hui, presque réhabilité, le film est reconnu le plus souvent comme un nanar culte involontairement comique, qu'on regarde avec plaisir en buvant une bière lors de soirées entre potes. Ce fut en tout cas le dernier volet du justicier réalisé par Michael Winner. La cause de cette rupture est néanmoins floue. 2 versions persistent. Tout d'abord, la plus répandue, comme quoi lors du visionnage, le cinéaste se soit brouillé avec Charles Bronson au sujet du montage, ce dernier jugeant le produit horrible et ridicule. Cependant, cela reste qu'une rumeur parmi tant d'autres. La version de Michael Winner est quant à elle que le dernier épisode était celui qui fut tourné avec une équipe et un budget conséquent, ce qui n'est pas faux, car la Canon réduisit de moitié les fonds pour la suite de la série. Et tout simplement, Winner, avec de telles conditions, refusa alors de continuer. Winner sur la touche, mais les deux cousins ne vont pas tuer la poule aux œufs d'or pour autant. Ils se lancent alors dans un pur buddy movie, où cette fois-ci Bronson n'est plus seul. Winner refusant de jouer les Yes Man pour Bronson, pas grave. Ils ont un autre cinéaste sous le coude. Lui aussi a un partenaire de longue date pour notre moustachu. Jack Lee Thompson. Bronson est l'inspecteur Jack Murphy de la police de Los Angeles. Elle, c'est Arabella, une fille de la rue voleuse de voitures. Et voici leur rencontre. Hé Hé là, c'est ma voiture. Pas intérêt à la voler, je suis flic. Murphy finalement réussit à la coincer et l'arrête. Question là, je peux? Oui, balance. Pourquoi les poulets ont toujours le manche en flanelle? Enfin presque. Salope. Après une nuit difficile et un réveil qui l'est tout autant, nous retrouvons notre inspecteur qui enquête sur la mort d'une jeune fille. Par chance,
Un indice lui fait comprendre très vite qui est le coupable. Tony Vincenzo, un caïd de la mafia. Ne sachant où le trouver, Murphy rend visite au frère de Tony, Frankie. Alors, la coke, ça paye toujours? Ceux qui s'en occupent. Ah, j'oubliais. C'est vrai que t'es pas un dealer, t'es un importateur. Et ton frère, c'est ni une salope, ni un macro. C'est un agent de casting. Pas vraiment un enfant de cœur, lui aussi. Alors je vais te répondre, je me prends pour celui qui va arrêter ton frère pour meurtre. De plus, il menace notre inspecteur. Vous connaissez la loi des séries? Une sorte de loto de la malchance. Ici, une règle. Au loto. Facile, pas cher et en plus, ça peut rapporter gros. Je mets le paquet au bon moment. T'es prévenu maintenant. En parallèle à notre histoire, du moins pour le moment, une blonde énigmatique a engagé un détective privé pour avoir des informations sur des gars. Et pour être précis, disons que ça va vous coûter un peu plus que ce qu'on avait dit d'entrée de jeu. Vous êtes une sacrée salope, Cameron. Le privé, se montrant un peu trop gourmand, va le payer cher. Murphy, de son côté, enchaîne les mauvaises nouvelles. Merde, mon divorce. Et c'est pas fini. Je vais te tuer. Et avant, je vais te faire rôter du sang. Ne se contentant pas juste de le menacer, notre blonde énigmatique l'espionne aussi. Une fois au boulot, notre moustachu ne goûte que très peu à l'humour grivois de ses collègues. J'ai été chez Madame Tong l'autre soir, et là j'ai vu ta femme. Belle avant-scène. Oh là là, arrête, toi. En canton suisse, il y a du lait? Dis-toi que dans les forces de police, les 3/4 des mecs sont divorcés. Tu crois que tu vas noyer ton chagrin dans la bouteille? Donc, en plus d'être un sacré cogneur, notre flic est devenu aussi un alcoolo. Finalement, lui et ses collègues mettent la main sur Tony Vincenzo. Je vous emmerde, cassez-vous la pétache, je lui brûle la cervelle! Frankie, voyant sa mère folle de douleur, fait une promesse. Je le vengerai, maman. Je veux que tu abattes cette saloperie de flic. Notre flic, lui, se torture en voyant son ex-femme bosser dans un club de striptease dandiner son cul pour le grand plaisir de la jante masculine. Murphy va même jusqu'à suivre son ex, se torturant davantage en l'épiant, elle et son amant qui n'est autre que le patron du club. Mais au jeu « Je te suis », il y a plus fort que lui, notre blonde énigmatique. Alors qu'il s'apprête à faire son plein de whisky, Les yeux, c'est comme le cul, ça se lave. par le plus curieux des hasards, il tombe sur Arabella, notre petite voleuse à la langue bien pendue. Hey! S'ensuit un échange d'aimabilité. Tu te pointes? Sinon je te mets une balle à travers la lourde. Qu'est-ce que t'attends, balai à chiottes? Flingue-moi. Ne me tente pas. Espèce de sale con, de vieille fiotte. Debout. J'ai l'air en marmelade. Pauvre chérie, je vais te relever, moi. T'es cinglé, toi. Aïe. Va te faire mâchouiller le bigarreau et friser les poils du cul. Espèce de vicelard, biglotrou, tu vas le regretter. Pine de diplodocus. Taré de mes deux. Eh vous, je porte plainte contre ce restant de giclé qui fait partie de la grande maison. Brutalité policière. Il s'est jeté sur moi comme une bête alors que je n'avais rien fait et il a essayé de me violer. Dis donc, sacré gamelle, ta nana. Suce des boutons de porte, pédale. Est-ce qu'elle a des papiers? Oh, tes sales pattes, ta bête. C'est trop ça. Arabella. Arabella Maggie. Arabella. Oh, c'est chou. Et t'écrases, hein, couille molle. Bonne journée chez nous, Arabella. Toi, ta gueule, tu schlingues la merde. Prostate de macaque. Après avoir coffré la douce Arabella, Murphy, décidément maso, retourne au club de striptease voir son ex. Mais après une discussion tendue, J'en ai marre que tu me suives, marre que tu m'espionnes comme ça. il est confronté à son amant. Tu te trémousses comme une roulure. Et ton petit copain, il a tout du barbeau. Murphy, dépité, quitte les lieux quand, tout à coup,
La blonde avait bien préparé son coup, et Jack se réveille subitement, rentrant chez lui comme après une bonne cuite. Mais qu'est-ce que vous foutez là? On t'arrête, espèce de con! Murphy, suspect numéro 1, est interrogé par ses collègues. Déconne pas, faut t'y faire. C'était une pute, ta femme. Et la testostérone est à son max dans la pièce. T'aimes pas les filles, à vous, hein? Évidemment, ça expliquerait pourquoi vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Je vais te dire un truc. La balistique est formelle. Ton flingue est l'arme du crime. Alors c'est la tôle, Jack. Et on change de bord dans les prisons. Hein? T'en prendras plein, Jack. T'en prendras. Après un bref échange avec son avocat, il ne vous est jamais venu à l'esprit que je pouvais être innocent? Alors là, non. Murphy se retrouve donc en cellule. Mais, surprise. Tiens. Mais c'est l'inspecteur du con, comme un balai. J'ai su qu'on avait arrêté un flic. Monsieur a violé une bonne sœur. Les copains tolards, ils vont rigoler en cabane. Tu vas leur servir de femme, sans problème. Et toi, la tôle, ça te branche? T'as déjà une copine sur mesure, hein? Non, mais je sens l'ail. Tu ferais mieux d'assumer. À vous, la petite Gwyn, hein? Va te faire mettre, Tripierre. Je suis un vrai flic, moi. Je sais ce qui se pratique chez les femmes dans les maisons d'arrêt. Je dis pas que la première fois, t'appelleras pas au secours, mais après, tu courras au dodo. Et mon cul, c'est du poulet, ça capuré? C'est sûrement du poulet, avec du cresson en garniture. Espèce de sale enculé! Hé, arrêtez vous deux là-bas. Et vous? Mon Dieu, mais ça suffit. Leur échange d'aimabilité se muscle, offrant une magnifique opportunité. Une évasion! Au secours! Et nos deux enchaînés se font la belle. Ras le cul, je décroche. J'en ai marre de me chier la vie à cause de toi. Connard, si tu crois que... Tu peux jouer les emmerdeuses ou marcher droit. Alors ce sera quoi? Parle. Je te suis. Je dois être sourd. Je te suis. Et je pas entendu. Je t'ai dit, je te suis. Je te trouve bandant comme une casserole de pois chiches. Un hélicoptère? Non mais t'es naze. J'étais chef d'une section hélico pendant la guerre. Mais je fais pas le rapprochement. Eh ben, je sais piloter ce genre d'engin. Enfin, j'ai su. Ferme, grouille. C'est quand la dernière fois que t'as piloté ce truc-là? C'était en 64. Oh merde. Et voilà partis nos deux meilleurs amis avec à leur trousse toute la police de Los Angeles, un mafieux qui a décidé de se venger, sans oublier une blonde énigmatique revancharde d'un tantinet psychopathe. Bref, comme dirait son ami et collègue... Ah Murphy, t'as pas fini d'en chier. Printemps 1985. Le tournage du Justicier de New York venant tout juste de se finir, les deux cousins annoncent le film suivant dans la presse. Charles Bronson et Chuck Norris dans Delta Force. Mais le budget fut plus conséquent que prévu, et la Canon ne pouvant payer les deux stars, dut réduire le rôle de Bronson qui se retira au profit de Lee Marvin. Peu avare en idée, les deux cousins décidèrent donc de se lancer dans le remake américain du Passager de la pluie, film du cinéaste René Clément et grand succès de Bronson en Europe. Mais là aussi, le projet fut abandonné. Parallèlement, Gail Morgan Hickman, co-scénariste du troisième volet de l'Inspecteur Harry, se lance dans l'écriture de la loi de Murphy, pensant ainsi le proposer au célèbre interprète de l'inspecteur Callahan. Eastwood, trop occupé ou peu intéressé, le scénariste se décida donc de l'envoyer à l'agent de Charles Bronson, Paul Conner. Celui-ci, l'adorant, le transmet à son fils, le producteur Pancho Conner. Une semaine plus tard, le scénario était lu, validé et acheté pour le pack Bronson. Le pack, justement, fait suite au succès hors canon de L'Enfer de la violence, incluant Pancho Conner, où Jill Harland à la production, Jack Lee Thompson à la réalisation et Bronson en tête d'affiche. Les deux cousins sont intéressés. Pourtant, le pack Bronson est vendu à la société Hemdell, qui a produit Terminator. Cependant, la Canon ayant déjà avancé des fonds, ne lâche pas l'affaire et après un arrangement à l'amiable, récupère le projet. Après une relecture du scénario, Bronson s'apercevant que toutes les punchlines sont pour sa partenaire de jeu, il demande une réécriture de ses dialogues. Tu sais compter jusqu'à 5? Ah oui? T'as déjà essayé de le faire sans les dents? Ce qu'il finira par obtenir. D'ailleurs, pour le rôle d'Arabella Maggie fut envisagé Redon Chang, mais sa performance aux côtés de Schwarzenegger dans Commando n'impressionna guère Pancho Conner. Madonna aussi fut en pourparlers, mais la jeune chanteuse alors en pleine gloire demanda $1 million.
Les deux cousins refusèrent de payer une telle somme. Finalement est choisie Kathleen Millwright, une jeune actrice et chanteuse de 21 ans qui a fait quelques apparitions dans des séries télé. Aussi est castée Carrie Snodgrass dans le rôle de la psychopathe revancharde. L'actrice a été vue la précédente année aux côtés de Clint Eastwood dans le western Pale Rider. A noter que c'est la seule fois où dans l'association Bronson-Cannon, le rôle du bad guy principal est tenu par une femme. Le tournage se déroula sur janvier et février 86 à Los Angeles. Celui-ci dans le script était initialement prévu à San Francisco. Mais à l'instar d'un justicier dans la ville 2, le changement fut pour raison économique. Jack Lee Thompson, dès le premier jour du tournage, mettait en garde la jeune Kathleen Millwright sur le caractère taiseux un peu spécial de son partenaire. La jeune actrice se laisse alors menotter tranquillement sans jamais lui adresser la parole autre que professionnellement. Et de jour en jour, Bronson se lâcha, allant jusqu'à plaisanter avec elle. La scène finale fut tournée au Bradbury Building de Los Angeles, célèbre pour avoir été un lieu de tournage de Blade Runner. La fin originale prévoyait une bagarre avec une tronçonneuse et davantage d'action. Mais encore une fois, dut être abandonné pour cause de budget. L'ultime séquence de Murphy le voyait sortir une bouteille d'alcool, la vider au sol et la lancer dans une poubelle. Mais la scène également ne fut jamais tournée. La musique fut composée par Mark Donahue et Valentine McCallum, ce dernier étant le beau-fils de Charles Bronson. Le générique de fin est quant à lui chanté par Kathleen Millwright. Pour la version française, aux côtés de Edmond Bernard, c'est Virginie Ledieu, future voix de Meg Ryan qui est choisie pour Arabella. Perrette Pradier, Mario Santini, André Valmy ainsi que Patrick Poivet complètent le casting des voix françaises. L'adaptation est un mélange d'argot titi parisien et d'insultes créatives ordurières. Le film est sorti en avril 86 aux États-Unis et en juillet en France. Avec un budget de 8 millions de dollars, il en rapporta près de 10 millions sur le sol américain, soit 22 selon l'inflation. Le film fut classé R pour sa violence et son langage. La critique encore une fois fut mitigée. Certains reprocha le côté fauché nandardesque. D'autres, en revanche, trouva le duo tout à fait divertissant. Après ce 4e film de l'association Bronson-Cannon, le 5e sera le retour d'un couple mythique.